Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la semaine dernière, la Cour des comptes a rendu public son rapport sur les maternités commandé par notre Commission des affaires sociales et dont les conclusions ne sont pas des plus optimistes. La Cour y révèle en effet qu'en 10 ans, la France est passée du 6e au 17e rang européen en termes de mortalité néonatale, et ce, alors, je le rappelle aussi, qu'elle se situe au premier rang au taux de fécondité. À la lueur de ce classement, la question de notre excellent collègue Gilles Barbier prend toute sa dimension. Et j'en profite pour le remercier, au nom de notre groupe UDI-UC, de l'avoir posée. Ce que l'on observe à l'échelon des maternités se retrouve-t-il à celui de l'ensemble du système de santé? Voilà la question. Et c'est cette inquiétude qu'elle exprime, celle de voir nos performances de santé se dégrader relativement par rapport à celles des autres pays de l'OCDE. La question, telle qu'elle est posée, est révélatrice à la fois d'une inquiétude, mais aussi de l'image positive que les Français se font de leur système de santé. Une image exprimée par Jean de Kervasdoué, qui, dans son carnet de santé de la France 2012, se félicitait d'être français après chaque séjour à l'étranger et de jouir de ce seul fait d'un système d'une telle généreuse qualité. Alors, la France a-t-elle jamais eu le meilleur système de santé au monde? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Dans l'affirmative, est-il vraiment menacé, voire déjà en déclin? Premier élément de réponse, si l'état de santé des Français continue de s'améliorer, en revanche, il progresse moins vite que dans plusieurs autres pays. Le problème, donc, viendrait moins de la dégradation de notre système que de l'amélioration des performances des autres. De fait, la France demeure bien classée sur un certain nombre d'indicateurs déterminants. Elle se classe par exemple au 9e rang des pays occidentaux pour l'espérance de vie et au 3e rang pour la mortalité par crise cardiaque et accident vasculaire. De plus, on peut noter que certaines des contre-performances françaises n'ont rien à voir avec la qualité du système de santé, puisqu'elles sont directement imputables au mode de vie. La France demeure par exemple numéro 1 pour la consommation d'alcool, et le tabagisme progresse fortement, surtout chez les femmes. Enfin, juger le système de santé français globalement, c'est faire fi des inégalités qui le traversent et qui sont tant socio-culturelles que territoriales. Mais l'exercice est tout de même incontournable. Pour l'accomplir plus avant, il convient de se mettre d'accord sur ce qui est bon pour le système de santé et ensuite trouver les données comparatives chiffrées plus précises. Et je crois qu'un système de santé peut être jugé à l'aune de 2 critères. Le premier, bien entendu, le service qu'il rend aux patients, et le second, son efficience, c'est-à-dire le rapport entre les moyens engagés et les dites performances. Quant aux données chiffrées, elles font parfois cruellement défaut, surtout pour disposer d'un benchmarking actualisé. C'est par exemple pour cela qu'il nous a fallu commander à la Cour des comptes un rapport sur les maternités. Cela dit, il semblerait bien que tant du point de vue de la qualité médicale du service rendu que de son efficience, notre système de santé puisse bénéficier de substantielles marges d'amélioration. Ainsi, le dernier rapport du Haut Conseil de la santé publique révèle-t-il que la mortalité prématurée des hommes recensant les décès survenant avant 65 ans est élevée en France. Cet indicateur classe notre pays au 14e rang sur 26 pays de l'Union européenne. Une contre-performance qui s'explique par un autre indicateur alarmant. La France se classe défavorablement pour les cancers, en particulier chez les hommes. Et la santé au travail pose aussi problème si l'on considère le mauvais classement pour les accidents du travail. Qu'en est-il donc de l'efficience du système, autrement dit le rapport entre ses moyens
et ses résultats. Ce n'est pas compliqué, la France est le pays européen où la part des dépenses de santé dans le PIB est le plus élevée. Elle représente 11,2%, près du double d'un pays comme l'Estonie, qui, il est vrai, est à l'autre extrémité du classement. Là où le bât blesse, c'est que ces moyens globaux ne se retrouvent plus là où on les attendrait une fois que l'on regarde dans le détail. Ainsi, en termes de lits d'hôpitaux disponibles par 100 000 personnes, la France se situe au 8e rang européen, au 17e rang pour ce qui est des IRM et au 20e rang pour les scanners. Et pour ce qui est du nombre de médecins en activité, elle se situe très légèrement au-dessus de la moyenne européenne, idem pour les vaccinations. En revanche, la France demeure bien le premier consommateur européen de médicaments. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a de longue date souligné que le poids du médicament dans le PIB était le plus élevé d'Europe. Le constat n'est donc pas nouveau. Le système de santé français est juste derrière celui des États-Unis et des Pays-Bas, le plus cher au monde, sans pour autant que le niveau de santé des Français soit en corrélation. Parce que santé et médecine ne sont pas synonymes, je ne vous l'apprends pas. Si les moyens alloués à la santé sont donc bien en décalage avec ces résultats, c'est parce que le système souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements, qu'a souligné tout à l'heure Gilbert Barbier. Des dysfonctionnements qui sont maintenant bien identifiés. Des réformes successives, et je pense en particulier à la création de l'ONDAM, au passage à la T2A, la loi sur le parcours de soins, à la loi HPST, ont tâché d'y remédier. La création des ARS en particulier a constitué à mes yeux une avancée notable dans la coordination des moyens. Mais beaucoup reste à faire. C'est la raison d'être de la prochaine et tant attendue loi de santé, Madame la Ministre. Mais aura-t-elle les moyens de ses ambitions ? Sans vouloir déflorer le débat qui nous attend prochainement, je constate qu'effectivement, certains aspects du projet initial sont encourageants. C'est le cas de toutes les mesures qui entendent décloisonner le système. Ainsi, en est-il de la coordination des parcours de soins complexes, de l'instauration d'un document de liaison entre les services de soins en ville et l'hôpital, et de la relance du dossier médical personnel. Ces initiatives sont de nature notamment à réduire les actes redondants et inutiles qui représentent, je le rappelle, 28% de l'activité selon notre MEX, une vingtaine de milliards d'économies potentielles. C'est d'ailleurs exactement ce que j'avais proposé au nom de cette Haute Assemblée en tant que rapporteur général sur le PLFSS. En matière hospitalière, un chantier doit être ouvert d'urgence. Il concerne la carte hospitalière. Le rapport de la Cour des comptes sur les maternités, dont je faisais état au début d'intervention, le révèle. Il révèle bien que sa réforme n'est pas achevée. Il s'agit là non seulement d'une question d'efficience, mais aussi et surtout de sécurité, de qualité de service rendu, qui tire notre système de santé vers le bas. Ensuite, en matière ambulatoire, il faut engager une véritable lutte contre la désertification médicale que les mesures incitatives déjà prises n'ont pas fait reculer. Sans oublier l'accès difficile que soulignait aussi Gilbert Barbier à certains spécialistes. Enfin, je conclurai en évoquant deux sujets transverses et majeurs. Le premier, celui de la prévention. Ça fait maintenant plus de 10 ans que la France est supposée s'être dotée d'une politique de prévention digne de ce nom. Dans les faits, elle tarde pourtant à faire sentir ses effets. Alors je pose la question, aussi iconoclaste soit-elle, peut-on vraiment faire de la prévention ? Je veux dire, en a-t-on vraiment les moyens ou n'est-ce qu'un vœu pieux ? Il y a au moins un domaine où cela semble possible, c'est celui de la iatrogénie médicamenteuse. Ce qui m'amène au second sujet transverse que je voulais évoquer, les records que la France bat en matière d'infection iatrogène et la conséquence directe de notre culture de la consommation du médicament. Le médicament ne peut plus être considéré comme un produit de consommation courante. Cela passe par une éducation du patient et donc de la prévention et une rationalisation, voire une réduction des prescriptions. Donc, prenons ces directions, orientons-nous sur ces axes
et peut-être pourrons-nous un jour, Madame la Ministre, dire de nouveau, et mon cher collègue, dire de nouveau que nous avons le meilleur système de santé au monde. Merci.